Monsieur le docteur Alioune Badara Fall, Monsieur le représentant des laboratoires GHPL, Monsieur le docteur Djibi Sow, Monsieur le docteur Ibrahima Cissé, Monsieur le docteur Harouna Diallo, chers membres de TIMCAM, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et titres respectifs, bonsoir. Je voudrais particulièrement vous exprimer mes chaleureux mots de bienvenue et vous remercier d'avoir répondu présent à notre appel pour la tenue de ce TPU. Je rends grâce au bon Dieu d'avoir exaucé nos prières en nous réunissant ce soir encore, comme cela a été le cas l'année dernière. Pour cette édition, nous avons porté le choix de notre enseignement post-universitaire sur le thème ulcère et Ramadan. En effet, ceci constitue un motif très fréquent de consultation durant le mois de Ramadan et la communication de ce soir nous permettra d'en comprendre les raisons afin d'apporter des solutions à cela. Cet enseignement post-universitaire aussi est une occasion pour les membres de TIMCAM de se rencontrer et de partager avec le but de raffermir les liens. Notre assistance médicale TIMCAM, Thiaroye, Yeumbeul, Malika, Keur Massar assistance médicale, a été créée en 2016 par de jeunes étudiants habitant la banlieue dakaroise et soucieux des problèmes de santé qui sévissent dans ces localités. Nous faisons une diversité d'activités dans TIMCAM, des activités d'ordre social et pédagogique, notamment des consultations gratuites avec don de médicaments, des campagnes de dépistage et de sensibilisation, des renforcements de capacités pour les jeunes, entre autres activités. À cet effet, je salue l'engagement de tous les membres de TIMCAM ici présents et je vous exhorte à continuer dans cette lancée, car vous êtes un maillon important de notre système de santé. Merci de votre attention. Je vous souhaite une belle suite des programmes. Donc, merci, Monsieur le Président Souleymane Cissé. Merci à tous les membres de l'association TIMCAM. Merci, Dr Harouna Sow. Donc, aujourd'hui, je suis très honoré et très heureux de vous présenter notre travail portant sur la maladie ulcéreuse gastro-duodénale et le jeûne du Ramadan. Donc, la maladie ulcéreuse gastro-duodénale, c'est quoi? Donc, c'est une perte de substance de la paroi gastrique ou duodénale qui atteint en profondeur la musculeuse et qui repose sur un socle scléro-inflammatoire. Et l'évolution se fait de façon chronique par des phases de poussée et de rémission. Dans notre présentation, nous allons essayer de voir l'impact du jeûne du Ramadan sur cette pathologie. Donc, pour bien aborder ce sujet, il est important de faire un rappel sur l'anatomie et la physiologie de l'estomac. L'estomac, c'est quoi? L'estomac, c'est une volumineuse dilatation du tube digestif qui est comprise entre l'œsophage et le duodénum. Il présente à décrire trois parties qui sont le fundus ou la grosse tubérosité gastrique, le corps gastrique et l'antre gastrique. Deux bords, un bord gauche après la petite courbure gastrique et un bord droit appelé la grande courbure gastrique. Deux orifices, un orifice d'entrée appelé le cardia et un orifice de sortie appelé le pylore. Le duodénum, il fait suite à l'estomac et se termine au niveau du jéjunum. Donc il présente à décrire quatre parties. Le D1, encore appelé le bulbe duodénal. Le D2, encore appelé le duodénum descendant. Le D3, appelé duodénum horizontal. Et le D4, appelé duodénum ascendant, qui entoure la tête et la queue du pancréas. Sur le plan histologique, l'estomac est composé de quatre tuniques qui sont de dehors en dedans. La séreuse qui est représentée par le péritoine viscéral. La musculeuse avec ses trois couches caractéristiques. Avec sa particularité, il y a la présence d'une couche musculaire interne qui est oblique.
qui permet le péristaltisme spontané. La sous-muqueuse, qui est faite d'un tissu conjonctif lâche contenant des vaisseaux et des nerfs, qui permet de vasculariser la muqueuse. Cette muqueuse, c'est une muqueuse de type glandulaire avec un épithélium prismatique simple qui émet des replis au niveau du chorion appelé lamina propria, donnant ainsi des cryptes. Donc au sein de ces cryptes, on retrouve des cellules fonctionnelles, encore appelées des cellules spécialisées. On y retrouve les cellules calciformes et les cellules à mucus qui sécrètent le mucus. Il y a aussi cellules pariétales, encore appelées cellules oxyntiques, qui sécrètent l'acide chlorhydrique et le facteur intrinsèque qui est impliqué dans la digestion de la vitamine B12. Il y a les cellules principales qui sécrètent le pepsinogène et la lipase gastrique qui sont impliquées dans la digestion des lipides, mais aussi dans l'activation des enzymes pancréatiques. On rencontre aussi d'autres types de cellules qu'on appelle les endocrinocytes. On rencontre les cellules G qui sécrètent la gastrine. On rencontre aussi les cellules entérochromafines qui sécrètent l'histamine et les cellules D qui sécrètent la somatostatine. La sécrétion d'acide qui nous intéresse se fait au niveau des cellules pariétales, où le CO2 se lie avec l'H2O pour donner l'acide carbonique grâce à l'anhydrase carbonique. Cet acide carbonique va se dissocier pour donner un ion H+, et un ion bicarbonate. L'ion bicarbonate sera échangé par un effet Hamburger au niveau du pôle basolatéral de la membrane de la cellule pariétale avec un ion chlore. Cet ion chlore est expulsé au niveau de la lumière intestinale grâce à un canal chlore par un transport passif. L'ion H+, quant à lui, est expulsé au niveau de la lumière intestinale, au niveau du pôle apical de la membrane de la cellule pariétale, grâce à un transporteur qui nécessite de l'énergie. C'est le transporteur H+, K+. Le plus souvent l'inhibiteur qu'on inhibe au cours du traitement de l'ulcère gastro-duodénal pour maintenir l'acidité. Maintenant, au niveau de la lumière intestinale, l'ion H+, et le Cl- vont s'unir pour former l'acide chlorhydrique. Cette sécrétion acide est possible grâce à deux mécanismes de régulation. Le premier mécanisme est plus important, c'est un mécanisme hormonal, grâce à la présence au niveau antral de cellules G qui sécrètent la gastrine. Maintenant, cette gastrine peut activer directement les cellules pariétales, comme elle peut aussi activer les cellules entérochromafines qui sécrètent l'histamine, qui va activer directement la cellule pariétale, déclenchant ainsi la sécrétion acide. Cependant, ces cellules G sont inhibées par les cellules D via la somatostatine. Donc cette sécrétion acide peut être inhibée par les cellules D. L'autre mécanisme de régulation, c'est un mécanisme nerveux via le système nerveux parasympathique qui utilise le nerf vague, qui peut activer directement la cellule pariétale via l'acétylcholine, mais aussi la cellule entérochromafine. Ce nerf vague aussi inhibe les cellules D grâce à l'acétylcholine. Donc, nous, ce qui nous intéresse plus ici dans notre présentation, c'est l'activité entre les cellules D et les cellules G. Donc, on sait que la sécrétion acide est continue au niveau de l'estomac. Vu que c'est une sécrétion continue, ça expose la muqueuse gastrique à la toxicité. D'où la mise en place par l'estomac de facteurs de protection de la muqueuse qui visent à s'opposer à la rétrodiffusion des ions H+. Donc, plusieurs mécanismes s'impliquent dans la mise en place de cette barrière de protection. Il y a d'abord la sécrétion de mucus riche en bicarbonate par les cellules calciformes, mais aussi les cellules à mucus. Donc, ce mucus va former un gel de consistance viscoélastique qui est très riche en glycoprotéines, mais aussi en phospholipides, ayant des propriétés hydrophobes. Donc, ce qui fait que ce gel va ralentir la rétrodiffusion des ions H+. Par ailleurs, il y a aussi les cellules épithéliales qui sont capables de sécréter le bicarbonate. Ce bicarbonate
va contribuer à diminuer l'acidité au niveau luminal par tamponnement des ions H+. Tous ces mécanismes vont participer à maintenir un pH à 7 à la surface des cellules épithéliales. Ceci est possible grâce à la synthèse au niveau intragastrique de prostaglandine PGE2, dont l'inhibition par les anti-inflammatoires non stéroïdiens peut concourir à la survenue d'un ulcère, surtout duodénal. Maintenant, la grande question qu'on pose, comment survient l'ulcère gastro-duodénal? Donc l'ulcère gastro-duodénal survient lorsqu'on a un déséquilibre entre les facteurs de protection de la muqueuse gastrique avec les facteurs d'agression, soit par une diminution des facteurs de protection ou par augmentation des facteurs d'agression. Qu'est-ce qui peut augmenter ces facteurs d'agression? C'est lorsqu'on a une augmentation de la masse des cellules pariétales ou lorsqu'on a une hypersécrétion de gastrine due à une hyperplasie ou hyperfonctionnement des cellules G. Le plus souvent, c'est dans le cadre des tumeurs neuroendocrines, ou bien une hypertonie vagale déclenchée par le stress, une hypersensibilité des cellules pariétales à la stimulation gastrique, ou bien une déficience des mécanismes inhibiteurs de la sécrétion acide. Qu'est-ce qui peut entraîner une diminution des facteurs de défense? Ce sont des anomalies de la barrière mucus-bicarbonate qu'on a expliqué tout à l'heure, une diminution du flux sanguin muqueux, ou bien un déficit des prostaglandines endogènes. Donc, quels sont les principaux facteurs qui entraînent une rupture de cet équilibre? On a deux, principalement. Ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiennes et l'infection bactérienne à Helicobacter pylori, qui sont les causes les plus fréquentes des ulcères gastro-duodénales dans 94% des cas. Les autres causes sont rares et représentent moins de 6%. C'est principalement le tabac, l'hypercalcémie et le syndrome de Zollinger-Ellison. Maintenant, on ne peut pas parler d'ulcère gastro-duodénal sans pour autant parler de l'infection à Helicobacter pylori. L'Helicobacter pylori, c'est une bacille gram-négative qui est spiralisée, qui a été isolée pour la première fois en 1982 par Warren et Marshall. Donc c'est une bactérie qui a la particularité de survivre dans un environnement aussi acide que l'estomac. Et elle est impliquée dans 85% des cas d'ulcère gastrique et 95% des cas d'ulcère duodénal. Et 30% de la population dans les pays développés sont exposés à cette infection. En Afrique subsaharienne, notamment au Sénégal, la prévalence de cette infection est très élevée et tourne autour de 80 à 90%. Comment l'Helicobacter pylori entraîne un ulcère gastrique ou duodénal? Ça passe par une infection. Cette infection va entraîner une colonisation de l'antre gastrique. La colonisation de l'antre gastrique va évoluer vers une entrite à HP. Cette entrite à HP va entraîner une inhibition des cellules D de l'estomac. Cette inhibition des cellules D de l'estomac va entraîner une levée de l'inhibition de ces cellules D sur les cellules G. Ceci va entraîner une hypergastrinémie qui va entraîner une augmentation de la masse cellulaire pariétale. Ceci sera responsable d'une hyperchloridie. Cette hyperchloridie va entraîner à son tour une métaplasie pylorique qui sera secondairement colonisée par l'HP. Cette colonisation du bulbe par l'HP va entraîner une infection chronique du bulbe avec survenue d'érosion puis d'ulcération, ensuite la survenue de l'ulcère. Il y a les anti-inflammatoires aussi non stéroïdiens, eux aussi qui peuvent entraîner la survenue d'ulcère par principalement une inhibition des facteurs de protection de la muqueuse. Donc cette inhibition des facteurs de protection de la muqueuse va entraîner une rétrodiffusion des ions H+, avec une inflammation gastrique qui s'installe, avec production de cytokines pro-inflammatoires et un appel de cellules inflammatoires qui va entraîner une lyse des cellules épithéliales qui sera responsable de la survenue de l'ulcère. Maintenant, comment se manifeste l'ulcère gastro-duodénal? Il y a, sur le plan clinique, le tableau le plus typique, ce sont des épigastralgies d'allure ulcéreuse. Ces épigastralgies donnent des douleurs de siège épigastrique à type de brûlure ou de faim douloureuse. Ces douleurs sont fixes, il n'y a pas d'irradiation. Elles sont déclenchées ou aggravées par les aliments acides ou épicés.
et sont calmés par les antiacides. Et le caractère le plus important de cette douleur, c'est que c'est une douleur qui est épisodique. Donc c'est le caractère le plus important de ces épigastralgies. On peut avoir un tableau atypique avec une douleur épigastrique atypique, une douleur thoracique atypique, ou bien des douleurs de l'hypocondre droit, ou bien une dyspepsie qui se manifeste par une sensation de pesanteur postprandiale. Donc, comment confirmer l'ulcère gastro-duodénal? Pour confirmer l'ulcère gastro-duodénal, il faudra réaliser une endoscopie digestive haute, c'est-à-dire la fibroscopie, qui permet de confirmer le diagnostic de l'ulcère, permet de préciser la taille de l'ulcère, de donner la forme de l'ulcère, mais aussi de faire des biopsies, permettant de faire le diagnostic différentiel avec les autres causes d'ulcération au niveau de l'estomac, à savoir les tumeurs ou bien les lymphomes. Elle permet aussi de faire la surveillance des ulcères gastriques. Donc sur le plan endoscopique, on peut retrouver plusieurs types de lésions. Ici, il s'agit d'un ulcère de siège antral qui déforme carrément l'antre et ça entraîne une sténose plus ou moins franchissable du pylore. Ici, c'est une image en rétrovision. Ça montre deux ulcères qui siègent au niveau du fundus. Ce sont des ulcères qui sont arrondis. Ici, c'est ce qu'on appelle les kissing ulcères. Ce sont des ulcères qui sont face à face. Ici, ce sont deux ulcères qui siègent au niveau de l'antre. Là-bas, ce sont deux ulcères qui sont face à face, qui siègent au niveau du bulbe duodénal. Ce qu'on appelle les kissing ulcères, le plus souvent, c'est d'origine médicamenteuse. Maintenant, comment traiter l'ulcère? Ça passe d'abord par les mesures hygiéno-diététiques. Il faudra supprimer le tabac, diminuer la consommation d'alcool chez les alcooliques, ou mieux l'arrêter. Il faudra proscrire tout ce qui est médicaments gastrotoxiques, sauf dans les cas particuliers, surtout chez les patients qui ont une maladie systémique qui nécessite la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il faudra éviter aussi tous les aliments qui déclenchent ou aggravent la symptomatologie. Pour les moyens médicamenteux, on peut utiliser les antiacides à visée symptomatique. On peut aussi utiliser les antagonistes des récepteurs de l'histamine, les antibiotiques, surtout pour le traitement éradicateur, mais aussi les IPP. Donc ici, c'est principalement les différentes classes d'IPP qui sont utilisées dans le traitement de l'ulcère gastro-duodénal. Il y a l'esomeprazole, le lansoprazole, l'oméprazole, le pantoprazole et le rabeprazole. Donc, il faudra il faut bien faire la différence entre dose pleine et demi-dose, surtout dans le traitement éradicateur. Donc, en ce qui concerne les moyens instrumentaux, en cas d'hémorragie digestive, on peut faire d'hémorragie digestive secondaire au saignement d'ulcère, on peut faire des injections de sérum adrénaliné par voie endoscopique ou bien la pose de clip. Il y a aussi les moyens chirurgicaux tels que la ligature d'artère gastro-duodénale, l'anthrectomie, la gastrectomie d'émersage, la suture de perforation, mais aussi la vagotomie tronculaire ou sélective. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au cours du jeûne chez un malade ulcéreux? Je pense que c'est la question la plus importante. Donc, pour répondre à cette question, on a interrogé plusieurs études. Donc, l'étude qu'on a trouvée la plus pertinente est cette étude tunisienne qui a été publiée en 2012 et qui comparait les variations physiologiques plasmatiques de la gastrine, de l'insuline, de la glycémie, de la calcémie, mais aussi du pH intragastrique. C'est un groupe de patients observant le jeûne du mois de Ramadan. Qu'est-ce qu'on a chez ces patients? Chez ces patients, au cours de la journée, entre 8h et 19h, on note une baisse progressive de la glycémie. Et ce phénomène disparaît un mois après le Ramadan, représenté par le schéma d'en bas. Chez ces mêmes patients aussi,
On remarque aussi une baisse de l'insulinémie juste après 8 heures et qui diminue jusqu'à 19 heures avant la rupture. Et ces variations physiologiques disparaissaient un mois après le ramadan. Ce qui est plus important chez ces malades, c'est la gastrinémie. On remarque que chez ces patients, de 8 heures à 19 heures, on a une augmentation de la gastrinémie, avec un pic qui survient plus entre 16 heures, entre 12 heures et 19 heures. Et ce phénomène aussi disparaît un mois après le ramadan. Le pH de ces patients, mesuré aussi par pH métrique, montrait aussi une diminution du pH gastrique entre 8 heures et 19 heures avant la rupture. Et que ce phénomène physiologique disparaissait un mois aussi après le ramadan. Donc ces variations physiologiques nous permettent de dire que le jeûne du mois de ramadan expose aux patients à un état d'hyperacidité. Maintenant, comment expliquer ça sur le plan physiologique? Donc sur le plan physiologique, le jeûne prolongé va entraîner une baisse de la glycémie. Donc la baisse de la glycémie va entraîner une baisse de l'insulinémie avec une augmentation de la sécrétion de glucagon. On sait que le glucagon entraîne une inhibition des cellules G, ce qui entraîne une levée de l'inhibition des cellules D sur les cellules G. Donc la levée de cette inhibition va entraîner un état d'hypersécrétion de gastrine qui va stimuler la sécrétion acide, donc entraînant une augmentation ainsi de la sécrétion acide pendant que le patient est en jeûne. Donc cette augmentation de la sécrétion acide aura des conséquences cliniques. Donc quelles sont ces conséquences cliniques chez le patient ulcéreux? Ces conséquences cliniques, on a un risque accru de complications aiguës de la maladie ulcéreuse. Ces complications sont la perforation d'ulcères principalement, mais aussi l'hémorragie digestive. Donc la perforation d'ulcères, c'est la complication la plus fréquente qu'on observe chez les patients à jeûne. Le plus souvent, ça survient en fin de journée du fait de l'hypersécrétion acide qui prédomine à cette période. Et il y a des facteurs de risque qui peuvent participer à la survenue de cette perforation. C'est surtout le sexe masculin, le tabagisme et la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc sur le plan sémiologique, ça réalise quand la perforation survient sur un péritoine libre, ça donne un tableau de péritonite aiguë généralisé avec une douleur épigastrique d'apparition brutale, puis généralisée à tout l'abdomen, une défense à l'examen, puis une contracture de bois et une disparition surtout de la matité pré-hépatique qui témoigne d'une perforation. Quand ça se réalise sur un péritoine cloisonné, ça donne un tableau d'abcès sous-phrénique. Donc il faudra faire l'ASP et le scanner abdominal pour confirmer cette perforation qui va juste montrer une image de pneumopéritoine qui est un croissant gazeux interhépato-diaphragmatique. L'autre complication à craindre en cas de jeûne, c'est surtout la survenue d'une hémorragie ulcéreuse. Donc cette hémorragie ulcéreuse, ça survient en fin de jeûne le plus souvent et est précédée d'une crise ulcéreuse. Le plus souvent, il s'agit d'un saignement extériorisé sous forme d'hématémèse ou bien de mélanome, de rectorragie. Parfois, il s'agit d'un saignement qui est non extériorisé, qui va se traduire juste sur le plan clinique par un choc hypovolumique. Mais dans tous les cas, il faudra réaliser une fibroscopie après avoir stabilisé le patient qui va permettre d'établir la classification de Forest qui va guider la prise en charge. Donc à la fibroscopie, on a ce qu'on appelle la classification de Forest qui permet de retrouver 6 types d'ulcères qui saignent. Il y a le grade 1A où on a un saignement en G. Il y a le grade 1B où on a un saignement en nappe. Il y a le grade 2A où on a juste les vaisseaux qui sont visibles, qui témoignent d'un saignement récent. Il y a le grade 2B où on a juste un caillot adhérent au niveau de l'ulcère. Il y a le grade 2C où on a des taches pigmentées au fond de l'ulcère. Et le grade 3 où l'ulcère est propre. Le grade 1A, 1B, 2A, 2B, le traitement est endoscopique.
on doit poser normalement un clip ou bien faire des injections de sérum adrénalinien. Pour le grade 2C, on peut discuter un traitement endoscopique si le saignement persiste après le traitement médical. Le grade 3, le traitement est médical. On met juste les IPP IV. Maintenant, la question que je trouve la plus importante ici dans la présentation est de savoir, un patient atteint d'ulcère gastro-duodénal peut-il jeûner sans risque? Donc c'est la question la plus importante. Donc pour répondre à cette question aussi, on a interrogé beaucoup d'études. Sur cette étude égyptienne qui a été publiée en 2004, cette étude comparait la fréquence de survenue de la perforation au cours du mois de Ramadan et des autres mois de l'année. Et dans cette étude, on a constaté que la fréquence des perforations était plus fréquente au cours du mois de Ramadan, avec un risque qui a été multiplié par 4. Et le traitement éradicateur et la prise d'IPP n'avaient aucun effet sur la prévention de la perforation. Donc, une autre étude aussi saoudienne qui a été publiée en 2007 comparait la survenue d'une complication hémorragique chez deux groupes de patients ayant des lésions ulcéreuses, mais aussi des lésions érosives. Le premier groupe observait le mois de Ramadan et le deuxième groupe n'observait pas le mois de Ramadan. On a remarqué que les complications hémorragiques étaient plus fréquentes chez les patients qui observaient le mois de Ramadan avec une hémorragie digestive qui a été surtout notée chez les patients qui avaient un ulcère duodénal chronique mais aussi actif. Par contre, chez les patients qui avaient ces mêmes lésions ulcéreuses mais qui ne jeûnaient pas, on a remarqué qu'ils n'avaient aucune complication. Donc si on se réfère à ces études et à d'autres études qu'on a fouillées, le jeûne du mois de Ramadan est fortement déconseillé. Si on a la présence d'un ulcère gastro-duodénal en poussée, si l'ulcère est évolutif sans traitement ou inobservance thérapeutique, si l'ulcère est lié à HP non éradiqué, ou s'il y a une notion de prise d'anti-inflammatoire non stéroïdien sans traitement gastroprotecteur, c'est le sujet à risque. Les sujets à risque, ce sont les sujets âgés, les sujets qui prennent un traitement anticoagulant ou bien les sujets qui ont des antécédents d'ulcère gastro-duodénal. Donc, ces sujets, le Ramadan est fortement déconseillé du fait des risques de complications. Mais en fouillant d'autres études, le jeûne aussi du Ramadan peut être possible. Mais si l'ulcère est cicatrisé à l'endoscopie, et si on met le patient sous un traitement gastroprotecteur à base d'IPP, et si l'HP est éradiqué, l'Helicobacter pylori est éradiqué. Si ces conditions sont remplies chez le patient, le jeûne est possible. Donc nous, en tant que hépatogastro-entérologue, les recommandations que nous avons émises sont les suivantes. Devant toute symptomatologie d'allure ulcéreuse, il faudra réaliser une endoscopie digestive haute, c'est-à-dire une fibroscopie œsogastro-duodénale. Si l'ulcère est évolutif, on doit le traiter. Donc, traitement éradicateur si c'est lié à l'HP. Donc, pas de jeûne si c'est évolutif. Si c'est un ulcère qui est cicatrisé, si on a la présence d'HP à la biopsie, il faut mettre un traitement éradicateur. Donc, mettre un traitement gastroprotecteur après le traitement éradicateur, dans ce cas, le jeûne est possible. Il faudra éviter, lors de la rupture, la consommation d'aliments ou de médicaments acides. Il faudra prendre les anti-inflammatoires non stéroïdiens au milieu des repas, associés toujours à un traitement gastroprotecteur. Donc, en conclusion, il est important de souligner
que le jeûne du mois de Ramadan induit un état d'hyperacidité gastrique qui peut exposer les patients ulcéreux à des risques de complications aiguës, qui sont l'hémorragie ulcéreuse et la perforation. Donc, chez les malades ayant un ulcère évolutif, le jeûne est proscrit. Cependant, le jeûne est possible si l'ulcère est cicatrisé avec prise de médicaments gastroprotecteurs avec éradication d'HP. Donc, je vous remercie. Le président Carter pour cet excellent exposé que vous avez partagé avec nous et également le laboratoire GSPL qui a accompagné TeamCam. Donc, mes salutations à tous les membres de TeamCam. Donc, je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais juste dire que dans cette salle-là, il y a beaucoup d'aînés qui ont fait le déplacement. Ils n'ont pas fait le déplacement pour faire de la politique, mais parce que l'association, nous avons vu que cette association-là que nous avons vu naître, ils sont en train de faire des efforts. Donc, l'équipe est en train de faire beaucoup d'efforts. Et ça, c'est des choses que nous voulons que ça continue et que ça perdure. Parce qu'aujourd'hui, si on crée une association, c'est pour que l'association continue de vivre, continue de battre des ailes. Donc aujourd'hui, on est très fiers. On a dépassé ce cadre-là d'être dans des associations universitaires, mais quand même, on est proche de vous, c'est parce que vous le méritez. Vous le méritez parce que les thématiques que vous avez développées aujourd'hui, vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup, on n'a pas eu beaucoup de questions, juste parce que les explications étaient très limpides et claires. Ça montre qu'aujourd'hui, l'association TeamCam, Thiaroye Yeumbeul Malika Keur Massar, assistance médicale est utile. Donc, j'appelle à toutes les personnes qui sont dans la salle à accompagner l'association. Parce que cette activité-là, c'est une seule activité parmi des milliers d'activités. Il faut les accompagner en venant lors des activités. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et pour terminer, j'aimerais juste en profiter pour faire passer une information. Et peut-être même lors de votre prochaine activité, Inch'Allah, on va essayer d'accompagner à la place de votre laboratoire qui vous accompagne aujourd'hui. Donc, on est en train de travailler sur un produit qui s'appelle Pharmacen. Donc, c'est une application mobile web hybride parce qu'on est également membre de TeamCam, mais également des entrepreneurs. Donc, si vous allez sur le Play Store, vous tapez Pharmacen, donc comme pharma sénégalais. Donc, c'est une application mobile qui est ce qu'on appelle une application hybride, qui permet de donner des informations d'ordre médical. Aujourd'hui, le médecin, quel que soit où il se trouve, le pharmacien, quel que soit où il se trouve, il n'a plus besoin d'appeler ou bien de mettre sur des groupes WhatsApp pour demander le prix des médicaments ou bien des informations sur les médicaments. Nous avions des solutions par rapport à cela, mais c'était principalement Vidal. Et vous savez que Vidal vient de l'extérieur. Hein. Il y avait également une solution Maïté, mais malheureusement, ils n'ont pas pu rester dans le domaine numérique. Donc, c'est une application qui peut également aider à trouver les pharmacies de garde, donner toutes les informations dans le domaine de la santé et à long terme également pouvoir livrer en urgence les médicaments. Et donc, c'est une application qu'on va dédier à TeamCam et Inch'Allah, on va accompagner TeamCam à travers ce projet-là. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très content et très honoré d'être là aujourd'hui. Parce que la thématique que vous avez choisie est d'une importance cruciale, surtout durant le mois de Ramadan, avec toutes les complications que l'ulcère peut revêtir. Donc, vous avez jugé nécessaire de convier M. Aline Badara Fall, qui est un homme que je connais bien, mais également il a su développer avec clarté et avec limpidité également le thème que vous avez abordé. Donc, je lui remercie de passage. Donc, je n'avais pas prévu de prendre la parole aujourd'hui, j'étais juste de passage. Parce que lorsqu'on m'a dit qu'on devait donner certaines distinctions aux pionniers, aux anciens, je me suis dit, voilà, il est quand même capital que je puisse venir. Parce que je suis en examen, j'ai terminé et je suis venu ici. Donc, le message que j'aimerais faire passer, que j'aimerais aborder avec vous, se rapporte aux qualités personnelles et aux valeurs qui feront de vous des acteurs de santé efficaces et responsables. Dans votre vie de tous les jours, vous devez cultiver certaines valeurs qui constituent les vertus cardinales qui fondent et valorisent notre société. Il vous faut ainsi donc faire preuve de discipline, de rigueur, d'intégrité, de courage, mais aussi et surtout d'humilité. L'humilité, oui, car les hommes et les femmes de valeur sont ceux qui cultivent la modestie. L'humilité est en effet la preuve d'une grande force de caractère. C'est vrai, au jour d'aujourd'hui, nous faisons face à une vague d'indignation à travers ce qu'on appelle l'apologie
du luxe insolent. Il y a beaucoup de personnes qui s'indignent lors des plateaux télévisés pour dénigrer le personnel médical. Et ça, c'est complètement inapproprié, c'est complètement absurde. Donc, nous vous invitons, vous, à tenir le flambeau pour qu'on puisse avoir un plateau médical de qualité. Parce que toutes ces personnes qui sont dans les plateaux télévisés et qui fustigent en boucle le personnel médical ne savent pas les liens qui unissent le patient et son médecin traitant. Nul n'est plus près de son médecin que le patient lui-même. Le médecin est même plus près du patient que sa famille. Donc, agissez donc. Parlez peu et agissez plus. Car si les parleurs s'aiment, ce sont les silencieux qui récoltent. Vous êtes encore dans la force de l'âge. Donc, ayez de l'audace, du courage et de l'imagination. Et vous réussirez. Sachez quand vous sentez victime, vous perdez confiance en vous. Sachez également qu'un problème est une opportunité parce qu'il vous incite à grandir. Sachez également qu'il n'y a pas de personnes sans force. Il n'y a que des personnes qui ne s'en servent pas. Sachez également que vous pouvez beaucoup plus ce que vous croyez. Alors, mes chers Tim comme moi, accomplissez votre mission au service de notre pays et de l'humanité. Ainsi, partout et quel que soit votre niveau de responsabilité et quelle que soit votre discipline choisie, vous devrez agir loyalement et honnêtement pour aider à ce que ce pays-là puisse se doter d'un système de santé efficace et persévérant. Donc là, c'est un message que je lance. Donc j'appelle tous les acteurs de santé à s'engager davantage. Parce que toutes ces injures que l'on voit à travers les réseaux sociaux, à travers les plateaux télévisés, ne nous définissent pas. Nous sommes des personnes qui sont responsables, qui connaissent nos devoirs. Nous sommes des personnes qui sont assermentées. Donc, il est illogique que des personnes qui ne comprennent pas la médecine, voilà, font des injures à notre égard. Donc, je vous appelle sur ça. Mais également, sachez que, quelle que soit votre discipline choisie, que notre nation a besoin de vous. Pour clore mes propos, je ne saurais ne pas remercier les laboratoires partenaires, en l'occurrence le laboratoire GSPL, pour le soutien qu'ils nous ont porté, mais également pour leur présence qui a rehaussé grandement cette cérémonie. Il me plaît, par trait de jeu, de rendre de vive voix un vibrant et chaleureux hommage au président de Timcam, M. Souleymane Cissé. Un homme humble, un homme courtois, un homme avec des qualités humaines incommensurables, mais surtout un homme de valeur et un président qui est modèle. Je vous prie de l'applaudir pour ça. Je l'appelle communément mon petit frère, parce que tout le temps il est chez moi. Il est toujours là pour voir ce qu'il peut faire avancer l'association. Vraiment, je suis très très fier de toi et c'est une gratitude totale que j'exprime à ton égard. Voilà. Il me plaît également de remercier la grande disponibilité et la spontanéité désintéressée de nos chers maîtres. Je veux nommer ici M. Alioune Badara Fall, qui est un ami et un frère avec qui je me lève tous les jours à l'hôpital Aristide de Dantec, un homme que je n'hésite pas à référer des patients. Et à chaque fois, il s'assure de la bonne prise en charge de ses patients. Donc, vous pouvez retrouver ici, renouveler encore une fois le témoignage de nos remerciements. Merci beaucoup. Mais aussi saluer la grande disponibilité et l'implication sans faille des présidents et adjoints des différentes commissions de l'association sous vos applaudissements. Donc, pour conclure, j'aimerais juste vous remercier et adresser également des vœux de prière. C'est vrai qu'en 2016, lorsqu'on créait cette association, ce n'était pas aussi facile. Je vois derrière là les Seydou Anne, les docteurs Assel Diouf qui sont là. Vraiment, c'était très très difficile le début. Mais alhamdulillah, vous avez su relever le défi. Aujourd'hui, nous sommes tous fiers du travail que vous accomplissez. Si on compare Timcam 2016 et 2022, on verra une très nette évolution. Donc tous les membres du bureau, sachez que nous sommes très fiers de vous. Voilà, et nous vous appelons également à persévérer et à continuer sur cette voie. Vraiment, nous sommes très très contents du travail que vous réalisez.
et également des vœux de prière que je vous adresse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en ce mois de Ramadan, qu'il accepte toutes nos adorations, qu'il nous place sur la voie mûre, sur la voie sûre, mais également sur la bonne voie. Merci beaucoup. À tous. Bonsoir à tous. C'est Dr Hassan Diouf. Voilà. Je suis le prédécesseur de votre actuel président, Souleymane Cissé, donc le deuxième président de l'association. C'est avec une très grande fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui, en voyant vraiment ce magnifique plateau que vous nous avez servi. Vraiment, en tant qu'ancien président, je me sens très très fier de mes jeunes qui ont su prendre la relève et qui ont vraiment œuvré pour que l'association puisse perdurer et maintenir le cap. Alors, j'aimerais féliciter le Dr Alioune Badara Fall pour son brillant exposé. J'aimerais aussi adresser mes vifs remerciements au laboratoire GHPL qui a vraiment accepté d'accompagner cette association dans ses activités. Et j'espère que le laboratoire aussi pourra accompagner davantage l'association dans d'autres activités. Voilà. Donc, pour ne pas tirer en longueur, j'aimerais aussi féliciter le bureau de l'association. Alors, j'aimerais aussi avoir une pensée pour certains qui ne sont pas là, des membres pionniers comme Sadio Ousmane Diédhiou. Voilà, vous le connaissez tous, qui est vraiment un ancien de Timcam, qui fut le premier vice-président de l'association, qui a beaucoup œuvré pour l'association, mais pensez aussi à certains comme Khoumeini Sen et d'autres vraiment qui ont beaucoup œuvré et qui sont aujourd'hui sur d'autres contrées. Voilà, donc je vous remercie pour ça. Alors, concernant le thème du jour, voilà, c'est un thème qui est vraiment intéressant et qui est d'actualité, parce qu'on voit que beaucoup de gens qui sont ulcéreux, certains, parmi eux, ne sont pas habilités à faire le jeûne. Certains essayent de forcer alors que ils doivent au préalable essayer de voir un spécialiste pour voir si cette patiente ou la personne ulcéreuse est adaptée pour faire le jeûne, parce que ce n'est pas tout le monde qui doit faire le jeûne, ce n'est pas tout le monde aussi qui ne doit pas faire le jeûne, en suivant les explications du docteur Alioune Badara. Donc, comme Aaron l'a dit, j'aimerais encourager les jeunes à davantage s'impliquer et comme il l'a dit, essayer d'être fort dans les moments difficiles que nous vivons. Donc c'est des moments très difficiles qu'on vit, les injures, les invectives qu'on reçoit, mais on va s'en servir. En tout cas, moi personnellement, quand je vois ces attaques, je me dis que c'est une occasion qu'on nous donne de nous améliorer, c'est une occasion qu'on nous donne de voir le mal dans notre système et d'essayer de l'éradiquer. Au lieu de répondre aux gens par des choses négatives, il faut les écouter et prendre ce qui est positif et essayer de l'appliquer au lieu de leur répondre par la colère. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'avais pas prévu cet honneur. Je m'appelle Moustapha Nia. Je suis en 5e année de médecine et président de Pékin Assistance Médicale. C'était pas prévu, mais comme on dit, au rendez-vous d'y donner et d'y recevoir, seul se taire serait un crime. Donc, après avoir remercié la commission Relations extérieures qui m'accompagne, sa présidente et son adjointe, Djainaba et Fat Bintou, j'aimerais remercier le président Cissé, qui vraiment, je rejoins totalement Aruna, qui c'est un homme vraiment humble et humain, parce qu'on n'en est pas humain quand même, on le devient. Aussi pour la présentation, de ma part j'ai beaucoup appris, parce que ici, en fait le sujet, on sait que avant de traiter ou bien d'éradiquer les HP, il faut au moins faire une fibroscopie. Mais dans nos conditions,
on sait que ce n'est pas évident. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé lorsqu'il a parlé des méthodes non invasives. Les tests qu'on pouvait faire au moins pour les gens qui ne toléraient pas la fibrose. Aussi remercier GHPL parce que pour eux, franchement, comme disait Cheikh Abdou Lahad, Lahad nekkul ci def ak bàyyi soit day def rek wala mu bàyyi du defante. Mais le laboratoire aussi, je pense que auprès des étudiants, auprès des pratiquants, ils sont comme ça. Et j'en citerai Bachir, avec qui je partage la pikinité, que Bachir Khan. Franchement, votre engagement auprès des personnels sanitaires est sans faille et nous vous remercions pour ça. Nous vous remercions de cette parole et de cet honneur. Merci. Je m'appelle Souleymane Sissé, je suis le président de Timcam, Thiaroye Yeumbeul Malika Keur Massar, assistance médicale. Les sujets que vous voyez dernièrement sont les membres de mon bureau. Aujourd'hui, nous sommes réunis à l'occasion d'un EPU, enseignement post-universitaire, portant sur le thème ulcère et ramadan. Parce qu'on a remarqué que durant ce mois de ramadan, beaucoup de patients souffrent de la maladie ulcéreuse. Les patients qui avaient déjà la maladie ulcéreuse peuvent arriver jusqu'à faire des complications parce qu'ils ne connaissent pas les mesures hygiéniques à adopter pour ne pas souffrir de ça durant le mois de ramadan. Donc c'est pour ça qu'on a jugé nécessaire d'organiser l'EPU pour donner un enseignement aux étudiants et à tous les membres de Timcam afin qu'ils puissent communiquer là où ils sont avec les personnes qui souffrent de cette maladie et aussi de pouvoir donner des conseils aux patients qu'ils vont recevoir lors de leurs différentes consultations. Timcam, si vous l'entendez, c'est une assistance médicale qui existe depuis 2016 et qui œuvre dans le social. Dans nos activités, nous faisons des consultations gratuites avec don de médicaments, des campagnes de dépistage et de sensibilisation et des communications scientifiques de renforcement de capacité pour les jeunes. Donc nous appelons toutes les autorités à venir nous accompagner dans nos activités parce que je pense que notre pays a besoin de jeunes engagés comme nous qui œuvrent à apporter leur contribution au bien-être des populations. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Je suis Souleymane Sissé, je suis président de Timcam, je suis Thiaroye Yeumbeul Malika Keur Massar, assistance médicale. Donc tey si ngoon dañ fay teew ñun ñëpp pour def lu ñuy woowee EPU, enseignement post-universitaire, si benn thème bu ñuy woowee ulcère et ramadan. Parce que dañoo seetlu ni ay nit ñu bari suñu wooree ulcère da leen di faral di sonal maanaam seen xol yi day tàng ñenn ñi dañuy am ay complications li nga xam ne woor bi moo koy waral moo taxoon tey ñu daal di ñu dañu woo étudiants yi ba ñu ñëw ñu waxtaan ak ñoom si signes yi ak li nga xam ne soo wooree di ko def ulcère mën na laa bañ a sonal comme ça képp ku si ñibbi jóge fii rek di nga mën a waxtaan ak yow waa fi nga dëkk ba ñu mën a fàggandiku signe ulcère. Timcam soo déggee assistance médicale la boo xam ne mu ngi existé depuis 2016 di dox si wàllu social dañuy faral di organiser ay consultations gratuites ay campagnes de sensibilisation ak dépistage pour di ko jagleel askan bi parce que dañoo gis ñu si bëri dañuy am problème santé mais duñu mën a am accès aux soins parce que seen loxo jotewul seen ginnaaw. loolu daal moo ñu boole ñun waa Timcam di profité ci occasion bii nii di wax nit ñëpp ñu ñëw jàppale Timcam ci activités yi ñuy def parce que nit ñi soxla nañ ko trop jërëjëf.